suis ravie d'être à Bournezeau aujourd'hui. Bournezeau qui est un vaste territoire qui s'étend de Torigny à la Réorte et de Fougeray à Saint-Hermine. Véritable carrefour entre haut et bas bocage, Bournezeau dispose de nombreux atouts, donc des collines, des forêts, mais surtout des cours d'eau puisque la commune est traversée par la Vouraie, mais surtout le lait et le petit lait. C'est au sein de cette nature préservée que se trouve le parc du château de la Corbe, un univers unique, atypique, un parc qui sent si bon la Toscane. Bienvenue au jardin. Alors nous sommes ici au domaine de la Corbe, sur la commune de Bournezeau. J'ai même envie de dire un petit morceau d'Italie. Un gros morceau. Un gros morceau, parce que le bâtiment, vous allez le voir, il est assez imposant quand même. Mais effectivement, c'est complètement italien. Et la superficie du parc 25 hectares. On est sur du 25 hectares. Voilà, dont 10 hectares de forêt. Qui sont derrière nous. Juste derrière nous, c'est ça. Là, nous longeons l'étang. Qu'est-ce qui fait la particularité, justement, de ce parc du château de la Corbe? Alors, c'est un parc qui est très varié, ce qui fait le bonheur de nos clients, notamment les mariages, puisque vous allez voir, il y a plusieurs petits jardins regroupés dans un grand parc. On a un grand parc naturel avec une prairie naturelle, on a un jardin un petit peu à l'anglaise, on a un étang, on a un jardin à la française avec des oliviers. Enfin voilà, à chaque fois, c'est des ambiances différentes. Ces oliviers, donc, qui forcément rappellent la Toscane. Le côté italien, voilà. Quelle est l'histoire? Quelles sont les origines de ce parc? Alors, si le bâtiment le plus ancien que l'on va voir, c'est une chapelle. Qui date de 1643 pour la partie la plus ancienne. Ah oui, donc là, on est vraiment sur le Saint-Jean. Ah ouais, on est très très vieux. Et puis, à la place du château, il y avait un manoir. Et puis, on arrive à la fin du 19e siècle, très précisément en 1889, où le domaine qui fait 250 hectares est racheté par le président du tribunal de La Roche-sur-Yon. D'accord. Voilà. Et le petit logis, c'est un peu petit pour lui. Et il fait construire le château italien parce que ce monsieur a un ami qui est italien, de Toscane, et qui lui dessine le château de la Corbe. Ah oui, donc vraiment, là, on va chercher directement en Italie des savoir-faire pour les rapatrier. Voilà. Alors, chercher exprès, je ne sais pas, mais en tout cas, dans ses relations, il avait ce monsieur italien qui lui a dit si tu veux, je te dessine un château. Le domaine, ensuite, il est passé de fil en aiguille d'une famille à une autre. Il y a eu des successions, des héritages, des ventes, etc., etc. Et le domaine tombe en abandon quasiment jusqu'à la fin, au début du XXe siècle. D'accord. Et il est racheté par les propriétaires actuels en 1989. Ce qui est plutôt récent, finalement. C'est tout récent, et à l'époque, c'est une ruine. Et là, il faut relever. Voilà, c'est-à-dire que le château est quasiment pas occupé, donc pas meublé, pas chauffé, etc. La chapelle, il y a un trou dans le plafond, donc il pleut dans la chapelle. La partie logis qui aujourd'hui nous sert d'hébergement pour les clients, c'était une ferme qui était abandonnée depuis 10-15 ans avant la reprise. Donc je vous laisse deviner l'état d'abandon. C'était complètement inexploitable par un agriculteur qui aurait racheté le domaine. Enfin voilà. Et puis il n'y avait pas de piscine, il n'y avait pas de jardin à la française avec les oliviers. Voilà. Tout ça, ce sont des créations récentes. Et la nature a pris ses libertés, elle a poussé. Donc là, il faut tout redessiner. Il faut tout refaire. On continue alors pour montrer ces différentes atmosphères. Donc les buis qui étaient comme ça à l'origine du château. Mais comment peut-on le savoir, ça? Des vieilles photos d'époque. Ouais, que vous avez retrouvées. On a retrouvé, il y a des photos qui se trouvent aux archives de la mairie de Bournezeau et aux archives départementales. Donc ça, forcément, au moment où les propriétaires reprennent, donc en 89, ils s'appuient sur ces sources bien sûr, qui sont essentielles. Il y a eu des recherches pour voir comment c'était. Et pour eux, leur objectif, c'était d'essayer de ressembler le plus aux origines. De redonner un petit peu, voilà. Et aujourd'hui, c'est vous, Alain, qui entretenez tout ce patrimoine. Alors j'ai un jardinier. Parce que vous avez un jardinier. Moi, je suis très pas bon. Il y a des gens qui sont meilleurs que moi en jardin. Non, j'ai la main verte, mais bon, il y a des métiers, un métier. Donc voilà, par la tradition, on a gardé comme ça. Et est-ce qu'il y a eu des créations qui ont été réalisées sur ce jardin depuis 89? Le jardin avec les oliviers, le jardin à la française n'existait pas. Ces deux jardins n'existaient pas. Et qu'est-ce qui a motivé les propriétaires à créer ces deux types de jardins? En fait, tous les jardins d'agrément que vous avez, y compris l'espace occupé par la piscine et tout ça, c'était que de la prairie. C'était que de la prairie. C'était de la pâture à vaches qui servait pour la ferme qui n'existe plus aujourd'hui. Le bâtiment existe, mais la ferme n'existe plus. Donc les communs. Et donc, transformer de la pâture à vaches en jardin d'agrément. Et à ce moment-là, ils se font conseiller, accompagner par des spécialistes en la matière. On y va.
donc le jardin à la française avec 16 oliviers qui se trouvent ici et 3 autres qui sont cachés là-bas, un petit peu derrière. Je crois que c'est le seul jardin à la française, en France en tout cas, qui ait des oliviers, qui soient plantés d'oliviers. Ah, c'est possible, c'est quand vrai même... que c'est très original. Mais c'est très intéressant parce que comme on sait que les origines du jardin qu'on appelle à la française viennent d'Italie. Oui, C'est un joli symbole en fait. Oui, non, mais c'était un petit mélange comme ça. Et puis, voilà. Et puis des vrais oliviers qui donnent, puisque alors c'est une année sur deux, on a une grosse production. Vraiment? Mais l'année dernière, on a fait 305 kilos. Génial, et vous en faites quoi alors? Ça nous a donné 51 bouteilles d'huile. Ah, vous faites votre huile d'olive? On fait notre huile, en fait. Donc vous êtes les seuls en Vendée à... Non, il y en a d'autres, mais c'est plutôt vrai 1 ou 2 arbres passés par là, quoi. Et en fait, on fait la récolte vers novembre-décembre. Oui. Je les amène à l'île de Ré. D'accord. Puisqu'à Saint-Martin-en-Ré, à côté de la cathédrale, il y a un gars qui a un moulin et un pressoir. Et c'est lui Donc qui... il récupère toutes les olives de Vendée, de Charente-Maritime, des Deux-Sèvres, voilà, parce qu'on n'est pas nombreux à avoir un moulin. Donc il récupère tout le monde et je récupère mes bouteilles jolies, avec une belle étiquette et tout ça, vers le mois de mars, quelque chose comme ça. Peut-être qu'on pourra par ailleurs rencontrer votre jardinier, Avec mais plaisir. vous aussi, il y a un endroit que vous aimez tout particulièrement ici sur le domaine. Quel est cet endroit? Ah bah il y a la piscine, c'est sûr qu'elle est un petit peu originale. Au-delà de la piscine, un végétal, Un un végétal, arbre. bah ici. Voilà. C'est vrai que le jardin, on est bien orienté avec la petite fontaine, les oliviers, tout ça. Et puis, on a quelques sujets en arbre qui sont très beaux. On a un très vieux chêne et on a surtout un énorme cèdre du Liban qui est fabuleux. Ce cèdre daterait de l'origine du parc au Oui, à peu 19e près. siècle. Ouais. Il a 250-300 ans. Alors, j'imagine que ce type d'arbre, c'est une attention permanente de votre part, de celle du jardinier. Alors, les gros comme ça, ils s'en sortent tout seuls. On ne le taille pas, on n'y touche pas. On l'a un petit peu soulagé les branches du bas pour éviter qu'elles cassent sous le poids. Donc on a mis des poutres en fait pour le tenir, des tuteurs. Après non, c'est plus les autres arbres, les feuillus qu'on taille quand il y a une branche qui se casse ou des choses comme ça. Après, j'imagine que la nouvelle problématique aussi, parce que nous sommes en Vendée, ça va être la sécheresse. Et la Parce qu'ils sécheresse aiment boire. comme partout ailleurs, oui, bien sûr. Notamment, je pense au chêne. Ah bah le chêne, c'est terrible. Oui. Donc ils se font des embolies, c'est-à-dire ils se coupent une branche pour pouvoir survivre. Et puis, Ça s'est passé ici? Ah, ça s'est passé 3 fois sur le même arbre. Mais comme ça, en plein jour, sans vent, tout à coup, on entend un gros bruit, et boum, il y a une branche qui est tombée. Et vous appelez ça l'embolie du chêne? L'embolie du chêne. Est-ce que vous acceptez maintenant, Alain, de nous conduire jusqu'à votre jardinier? Absolument, on va aller voir ça. Merci. Avant de retrouver Vincent, arrêtons-nous quelques instants pour une minute conseil au jardin. Aujourd'hui, on va vous parler des courges. En automne, c'est la pleine saison. Ici, au verger de Vendée, on cultive une dizaine de variétés. Donc les plus communes et les plus vendues, qui sont la musquée de Provence, la butternut et le potimarron. Mais on a également d'autres variétés un petit peu plus originales. Le giromon, qui est très, très décoratif par sa couleur, mais qui est aussi comestible, il n'y a pas de souci. Le patidou, qu'on peut faire aussi farci, qui est très joli également. Alors la culture de la courge est assez simple dans votre potager. Il faut semer ça en général après les premières gelées, donc courant mai, idéalement quand la terre s'est bien réchauffée. La courge a besoin de chaleur. Donc vous faites un semis direct en place à partir du mois de mai. Après, la culture se fait assez facilement. Bon, il faut quand même de l'irrigation. Ce sont des plantes qui sont quand même gorgées d'eau. Donc plus vous allez arroser, plus vos fruits vont être gros. Dans des terrains assez riches, vous pouvez apporter du fumier de cheval. N'hésitez pas à bien fumer votre sol pour avoir de beaux légumes. Donc selon la saison, la récolte va s'effectuer en général courant septembre, octobre. Il faut laisser quand même la courge aller jusqu'à sa maturité. On va reconnaître le bon moment souvent quand le pédoncule commence, on dit, à liéger, c'est-à-dire que vous avez un aspect un petit peu de liège. Ça veut dire que la courge est bonne à récolter. Si votre courge n'est pas suffisamment mûre et que vous voulez espérer qu'elle mûrisse, vous pouvez également poser par exemple, les courges musquées de Provence, c'est assez long à mûrir. Vous pouvez dans votre jardin les poser sur un cajot. Ça évitera le contact avec le sol et le pourrissement de la courge. Et une fois qu'elle sera mûre, vous coupez le pédoncule et vous la laissez un petit peu comme ça à l'air. Donc la courge la plus consommée reste la butternut. Elle a une très bonne conservation. Donc chez vous, vous conservez ça dans un endroit sec, dans un garage ou dans une cave, pas trop humide, bien ventilé. Et vous allez pouvoir les conserver jusqu'au mois de février. Nous, on trouve des courges dans nos magasins pratiquement tout l'hiver jusqu'au mois de mars.
Alors le potimarron que tout le monde connaît, lui il a une saveur un petit peu de châtaigne, il est utilisé dans beaucoup de recettes. Vous pouvez le faire en soupe, mais aussi en gratin. Il y a également des recettes pour des desserts. Vraiment c'est un potiron qui passe partout et qui est très très facile à utiliser en cuisine. Avec toutes ces variétés de courges disponibles l'hiver, vous allez pouvoir vous faire plaisir et concocter de délicieux plats pour vous réchauffer. Comment vous êtes arrivé ici? C'est par passion du jardin, c'est par passion du territoire, c'est pour ces deux raisons? Je suis arrivé ici un peu par hasard, en fait, du coup, parce que je travaillais dans le bûcheronnage Oui. et l'élagage. Et en fait, j'en avais un petit peu marre de faire du déplacement. Donc, du coup, je voulais un truc, en fait, qui change un petit peu. Et parce que tomber des arbres à chaque fois, j'en avais un petit peu marre. Et en fait, ici, bon, le cadre de travail, en plus, est très, très agréable. Hein. Oui. Donc, Oui. voilà, donc là, c'est assez diversifié. Donc on a des lagages, on a de l'abattage, on a de la taille, on a du traitement, on a de l'arrosage, on a de la création. Et les fleurs aussi. Voilà. Fleurs. Donc voilà, et puis j'avais entendu dire qu'éventuellement il y avait peut-être une place qui aurait été libre, donc je suis venu à tout hasard du coup. Et puis au départ j'ai été pris comme ça, et puis après ça a changé, et du coup après ils m'ont gardé. Et puis j'imagine qu'aujourd'hui, tous les jours, vous apprenez encore de ce jardin en fait. Ah ben tous les jours on apprend. Tous les jours on apprend. Est-ce que justement c'est ça qui vous motive à revenir, à rester? Mais tous les jours on apprend parce qu'il y a toujours des nouvelles choses à faire, et donc voilà quoi, donc c'est intéressant. Et quelle est justement la chose que vous préférez vous faire ici? La chose que je préfère ici, Ouais. j'aime bien m'occuper des allées de la forêt et tout ça, hors que du site. Mais j'aime bien aussi ici voir le résultat à la fin, de ce que j'ai fait. Sur ce petit jardin, là, sur voilà, cette petite partie-ci. Voilà. La forêt, on se rapproche plus de votre ancien Voilà, métier en parce fait. que bon, j'ai une idée en tête que j'ai envie de développer un petit peu de chemin forestier à l'intérieur du domaine, bois, ouais. du bois. Et ça, on ne l'a pas fait encore. Donc c'est un de mes projets, donc j'aime bien me cantonner là-bas, et quand on est tout seul, j'aime bien être dans le bois, quoi, en fait. Vous y sentez bien. Voilà. Au moment de votre arrivée en 2012, vous arrivez sur ce parc. J'imagine qu'il y a beaucoup de choses à prendre, à recréer, à refaire. D'un point de vue entretien, il y a tout à remettre en place. Oui, il y avait tout à remettre en place, surtout le nettoyage d'un bois, ça s'entretient forcément, parce que les arbres, ça vieillit, et il y en a qu'il faut qu'on garde, et d'autres, il faut qu'on abatte parce qu'ils sont rendus en fin de vie. Et ça c'est un sujet que vous connaissez. Oui, en fait, du coup, vu que j'étais quand même 15 ans dans le bûcheronnage, donc j'avais un peu de connaissances quand même là-dedans, et puis après, quand j'ai vu qu'il y avait des allées qui étaient existantes et tout ça, je me suis dit, il y a quelque chose à faire, quoi. Il y a du potentiel. Donc, Bien sûr. Et c'est retrouver même les origines de ce voilà, bois. c'est ça, tout à fait. Et donc, je me suis mis avec ma tronçonneuse, et puis je me suis dit, je refais les allées petit à petit, et là, maintenant, on arrive à un résultat qui est assez satisfaisant, et j'en suis très, très content. Les essences qui composent ce bois, Vincent, essentiellement du chêne? Essentiellement du chêne rouvre, donc du chêne rouvre, quelques pins. Et après, on peut trouver aussi quelques essences comme le frêne ou l'érable champêtre. Voilà. Et on peut aussi voir sur l'allée qui donne sur la gauche, quand on va redescendre, un merisier. Ah ouais. Un merisier qui est énorme, d'ailleurs, pour faire du meuble de merisier, voilà. Mais des espèces qui sont bien de chez nous. Voilà. Pour terminer en beauté, je vous propose un instant le jardin et moi.
Je vais vous parler des gazons fleuris. Ce sont de merveilleux espaces verts qui ajoutent de la beauté et de la couleur à notre environnement. Les gazons fleuris demandent moins d'entretien que des gazons classiques et offrent une expérience visuelle et olfactive unique. On peut y retrouver différentes fleurs annuelles comme des coquelicots, bleuets ou encore différentes vivaces comme des achillées et des marguerites et aussi différentes graminées comme des fétuques. Les gazons fleuris sont également bénéfiques pour notre écosystème. Ils attirent les insectes pollinisateurs tels que les papillons et les abeilles qui jouent un rôle majeur dans la reproduction des plantes. Alors pourquoi ne pas transformer nos jardins en optant pour des gazons fleuris? Que ce soit pour un petit coin de verdure ou pour un parc entier, les possibilités sont infinies pour valoriser notre environnement. Merveilleux parc de la Corbe comme nous. J'espère que vous avez été charmés par l'endroit. Sachez cependant que ce parc n'est pas un jardin ouvert au public. Vous pourrez y accéder uniquement pour des événementiels du type mariage, réception ou encore séminaire. En attendant notre prochain numéro de Bienvenue au Jardin, je vous souhaite de belles balades et de jolies découvertes.